Interpellé, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a donné des éclairages sur la gestion de la société mixte Europe Handling Mali aux élus de la nation spécialisés dans l'assistance au sol des avions. Les députés voulaient savoir comprendre le mode de fonctionnement de la dite société après constat de mauvaise gérance. Et nous allons nous rendre dans cette édition à Ségou où le ministre de l'Éducation nationale a lancé officiellement les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Togola Jacqueline Marinana a mis l'accent sur le sens du travail bien fait dans la dignité et le professionnalisme. Focus Santé de ce lundi s'intéresse ce soir aux objets de seconde main, par exemple les jouets pour enfants, les matelas et même les sous-vêtements. Un danger existe si certains de ces objets ou vêtements ayant déjà servi ne sont pas désinfectés. Ils peuvent transmettre des germes, donc des maladies. Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à ce 20h. Le ministre guinéen des Transports a été reçu ce matin en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aliou Diallo est porteur de message du président Alpha Condé à son homologue malien. Un message dans lequel le chef de l'État guinéen exprime sa compassion et sa solidarité au peuple malien suite aux derniers événements survenus à Kidal. Nous l'écoutons au micro de Bourama Traoré. Sans vouloir vous livrer la teneur de ce message, je voudrais vous dire que par rapport aux événements qui viennent de se passer dans le Nord, compte tenu de la qualité des relations qui existent entre les deux hommes d'État, c'est juste pour lui réaffirmer sa solidarité, sa compassion pour les familles qui ont été endeuillées, et puis pour lui réaffirmer que le peuple de Guinée, tout son gouvernement, reste aux côtés du peuple malien, quoi qu'il vaille, jusqu'à ce que le peuple malien se sorte de cette situation. Justement, quel peut être le soutien de la Guinée au Mali? Le soutien de la Guinée au Mali, il s'est manifesté déjà par rapport à la suite. Il appartient aux deux chefs d'État de déterminer la forme et la nature de ce soutien. Amitié et partenariat fécond, le Mali et la Guinée sont bien partis pour maintenir ce cap. Depuis ce matin, les experts des deux pays se penchent sur la mise en œuvre de la liaison ferroviaire Bamako-Conakry. Ils vont explorer les voies et moyens permettant de développer la coopération entre nos deux pays en matière de transport. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Liaison ferroviaire Conakry-Bamako, un projet tant attendu par les Maliens et les Guinéens. Pour que le rêve devienne une réalité, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. Pour cela, les experts en matière de transport des deux pays chargés de la réalisation de la ligne ferroviaire Conakry-Kankan-Bamako sont en conclave afin de définir une stratégie assortie d'une feuille de route pour une mise en œuvre rapide de cet important projet. Le Mali et la Guinée ont tissé beaucoup de relations économiques et socio-économiques et les problèmes d'infrastructure sont au nœud du développement socio-économique. Donc au cours de cette réunion, nous allons discuter non seulement des liaisons ferroviaires, mais aussi des liaisons par la route, sur le développement du couloir de transit entre le Mali et la Guinée, et ensuite les problèmes de développement du transport fluvial. Ce qui est fait sur la route est significatif bien sûr, mais c'est l'interconnexion du chemin de fer entre la Guinée et le Mali qui va permettre de concrétiser réellement cela. Parce qu'à l'heure actuelle, l'état du réseau permet de réaliser un certain nombre de fret. Mais la quantité de ce fret, le trafic qui passe par le port de Conakry est encore dérisoire compte tenu de la sinuosité du tracé, de l'état du réseau et de tout un tas de problèmes qui se posent. Les deux délégations passeront en revue les propositions de textes de mise en place de l'ensemble des projets et bien d'autres sujets d'intérêt commun aux deux pays. Par ailleurs, suite à la situation de Kidal, le ministre guinéen a fait savoir que son pays est à nos côtés et restera pour toujours. Fin aujourd'hui du deuil national de 3 jours décrété par le chef de l'État
Pour rappel, le drapeau du Mali à travers tout le pays était en berne pour l'occasion. Ce matin, à la primature, le chef du gouvernement, Moussa Mara, en compagnie des agents de la primature, a procédé à la levée de drapeau pour marquer la fin du deuil. Une façon aussi de susciter l'esprit patriotique chez tous les agents de l'État. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. C'est à un exercice peu habituel qui se sont livrés les travailleurs de la cité administrative, la levée ou la montée des couleurs. Un exercice patriotique qui s'inscrit désormais dans l'agenda de la semaine, c'est-à-dire tous les lundis sur initiative du patron de l'administration malienne. Le geste vise à cultiver l'esprit patriotique et citoyen chez les agents de l'État. Et c'est le Premier ministre en personne qui est venu donner le ton. Il est accompagné dans cette action patriotique par le mouvement des pionniers. La levée des couleurs doit se faire tous les matins, que ce soit comme ce matin à la primature, dans toutes nos institutions de la République. Ça y va de la restauration de l'autorité de l'État et de la valorisation de nos symboles. Imaginez un jeune homme qui quitte chez lui, le matin il dit bonjour papa, bonjour maman. Son bonjour pour le pays là, c'est assister à la montée des couleurs et de chanter l'hymne national. Donc il va vivre avec ça, il aura l'amour de ce pays là. Dans un pays normal, dans une administration normale, les citoyens doivent avoir des occasions d'exalter leur attachement à la République et au pays et à la nation. En ces moments troubles, en ces moments difficiles, j'ai estimé qu'il était normal que les citoyens que nous sommes, les responsables que nous sommes, nous donnions cet exemple aux autres Maliens en prenant ce petit moment le lundi matin, en assistant à la levée des couleurs et en entonnant l'hymne national. Et demander donc à l'ensemble de la nation de penser en un instant au pays, de penser aux difficultés du pays et de faire en sorte que chacun puisse se sentir malien et être prêt à se sacrifier pour le pays. Ces moments d'exaltation, ce sont des moments d'appel, ce sont des moments d'invitation à la citoyenneté, au patriotisme, au moment où le Mali en a le plus grand besoin. Après l'exécution de l'hymne national, Moussa Mara a invité tous les agents à regagner leur poste pour une longue semaine de travail. De la République, c'est le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement qui était ce matin face aux députés. Mamadou Hachim Koumaré était venu apporter des éclairages sur les motivations de la création de la société mixte Europe Handling Mali, une société spécialisée dans l'assistance au sol des avions. Le ministre Koumaré répondait aux questions du député Oumar Mariko. Compte rendu Amadou Sankaré. Pour quelles raisons l'État crée une société pour gérer les activités d'assistance au sol et en confie la gestion à un partenaire technique et financier? Quel a été le processus de sa sélection? Voilà les préoccupations du député Oumar Mariko suite à la mise en place de la société mixte Handling Mali ayant pour actionnaire l'État malien, partenaires techniques, privés et travailleurs. Pour l'élu Akolon Dieba, cette structure n'a aucune expertise en matière d'assistance au sol des avions et qui plus est, n'a pas respecté les règles de passation de marché. La société a été créée le 14 avril 2006 et a participé à la consultation restreinte le 3 juillet 2006, soit moins de 3 mois après sa création. Les actionnaires qui la composent sont bien connus aussi. Moussa Mari dit Moussa Bala Koulibaly, Alou Tomota. Ceux-ci n'ont pas d'expérience en matière de sol, d'avion. Europe Handling Mali est un boulet au pied de Azam SA. Le contrat de concession dont les termes n'ont jamais été respectés par Europe Handling sert à assurer aux actionnaires de Europe Handling une rente qui croît avec le chiffre d'affaires qui leur a permis d'encaisser entre 2007 et 2013 environ 3 milliards de francs CFA pour une mise au départ de 150 millions de francs CFA. Nous recommandons à titre conservatoire la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de Azam, c'est-à-dire la suspension immédiate de la concession entre l'État du Mali et Europe Handling Mali. Europe Handling Mali a été évalué sur la base du dossier présenté. Un partenaire technique Europe Handling France qui a démontré ses compétences d'expérience. C'est-à-dire que c'est une société qui est alliée à une société extérieure qui fait que aujourd'hui, c'est ce qui était chargé, c'est pour améliorer la qualité des services ici à Bamako.
Dans l'amélioration de cette qualité de service, nous sommes en train de faire des enquêtes nécessaires pour que cette qualité soit effectivement ce qui a été dit dans le contrat. Et nous allons nous atteler là-dessus. Le processus de passation de marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un processus de passation de marché. Effectivement, comme vous l'avez soulevé, on peut avoir, selon le processus que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu certainement des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, certainement, peuvent être évalués et apporter un éclairage suffisant sur ces dysfonctionnements. Mais toujours est-il que l'assistance en escale, c'est un domaine de technique de haute pointe. Et dans ce cadre-là, nous devons, en plus de ce que nous avons, la valeur des Maliens que nous avons, nous devons aussi s'assurer que nous répondons aux normes internationales. Selon le député Marico, cette séance de questions orales vise à attirer l'attention des uns et des autres sur le phénomène de l'enrichissement illicite et de la corruption. Nous nous sommes engagés avec le président de la République dans le sens du changement. Et c'est pour cette raison que nous avons pris ce dossier, nous l'avons amené pour le poser sur la table, comme nous avons amené d'autres dossiers encore. Ça a été très clair que nous allons placer cette mandature-là dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous venons de voter une loi en la matière. Nous sommes prêts à étudier certaines des recommandations que vous avez données dans le cadre de la législation, dans le cadre du règlement. Et ceci, ce n'est pas pour vous, mais pour répondre aux objectifs du président de la République, pour faire en sorte que nous ayons toute la faculté de lutter contre la corruption. Et nous le ferons. On peut remarquer que les débats sur cette question ont été clos bien avant la fin du temps imparti. Restons à l'hémicycle où les députés ont donné leur accord pour la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. C'est par 123 voix que les députés ont approuvé le projet, nous précise Moïse Traori. 123 voix en faveur de la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile à Makan. Aucun député ne vote contre et les scrutateurs constatent 0 abstention. L'accord est ainsi trouvé pour le processus de ratification du texte relatif à la structure en charge de gestion des questions de sécurité dans le pays de l'ASECNA. C'est quand même la prise de conscience des membres effectivement des AMAC sur l'importance de la sécurité de l'aviation civile, surtout dans nos zones actuellement qui est très problématique. Et la nécessité de se conformer aux normes et recommandations de l'OACI et promouvoir l'efficacité et l'uniformité dans le processus réglementaire de certification de façon à éviter la multiplication des certifications. Les certifications qui doivent amener à ça, que ce soit une certification internationale qui réponde aux normes de l'OACI. Parce qu'avant, un seul pays pouvait décider de donner les autorisations d'exploitation à des compagnies, souvent qui ne répondent pas à toutes les normes. Et ce sont ces défaillances-là qui ont été constatées. L'instrument juridique permet l'harmonisation de la réglementation et la supervision de la sécurité de l'aviation civile. La ratification du traité donnera l'opportunité de renforcer les capacités du Mali et assurer la supervision de la sécurité de l'aviation civile et de disposer d'une plateforme robuste pour faire face à la concurrence internationale dans le secteur du transport aérien. Aujourd'hui, pour la mise en vigueur effectivement du traité, aujourd'hui dans les conventions, si parmi les 17 États membres, 5 seulement ratifient ou acceptent le traité, la mise en vigueur effectivement est en route. Aujourd'hui, en plus effectivement du Madagascar, du Tchad, du Gabon, aujourd'hui le Mali vient de ratifier effectivement ce traité comme 4e pays. On pense que le 5e pays viendra souper pour vraiment mettre cet organe robuste vraiment pour que nos pays ne soient pas toujours sur la liste noire effectivement en termes d'aviation civile internationale. L'origine du traité remonte à sa signature le 20 janvier 2012 à N'Djamena au Tchad. Direction la France où a débuté la semaine dernière la tournée européenne et américaine du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. À Paris, le ministre a rencontré les Maliens vivant dans cette ville. Mahamadou Camara a échangé avec eux sur la situation sécuritaire du pays. L'émissaire du chef de l'État a invité ses compatriotes à plus de responsabilités et à soutenir le pouvoir en place. Le commentaire de Mohamed Diarra. Suite aux événements des 17 et 21 mai dernier,
Le président de la République a dépêché le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication en Europe et en Amérique pour donner l'information de première main à nos compatriotes. Le but est d'éviter toute information erronée de la part de certains médias étrangers. Paris, première étape de ce périple, le ministre Mahamadou Camara a rencontré nos compatriotes. Les échanges ont naturellement porté sur les derniers développements de la crise dans le nord du Mali. Après avoir expliqué brièvement ce qui s'est passé le 17 et 21 mai à Kidal, le ministre Camara a décliné les grandes orientations des nouvelles autorités pour une gestion durable de la crise du Nord. Depuis le mois de septembre, les autorités ont entrepris de régler la question du Nord Mali de manière définitive. Qui dit de manière définitive dit que ce problème-là ne se règle pas en quelques mois. Il s'agit de prendre le temps d'évaluer la situation, d'échanger avec les uns et les autres, de chercher des appuis au Mali comme à l'extérieur, pour aboutir à une solution qui soit la plus convenable et surtout qui soit durable. S'il est donc vrai qu'aucun conflit ne saurait être géré par les armes, l'option du dialogue choisie par les autorités maliennes s'annonce comme la voie de sortie de crise. Le dialogue est notre priorité, c'est l'option qui a été choisie par le chef de l'État depuis plusieurs mois, mais nous ne dialoguons pas avec n'importe qui. On ne dialogue pas avec des terroristes. Donc si ces gens-là veulent le dialogue, qu'ils se dissocient clairement des terroristes. C'est ce que le Mali demande aujourd'hui. Nous voulons aussi vous lancer un appel à la responsabilité. Moi, je salue toutes les initiatives qui ont été les vôtres ici en France, ailleurs dans d'autres villes françaises, au Mali ou ailleurs dans le monde, pour montrer votre engagement, votre mobilisation à demander un retour de l'intégrité territoriale du Mali. Donc ça montre que tous les Maliens se sentent concernés par la situation, que vous avez tous saisi l'urgence, la gravité du moment et que vous êtes tous mobilisés pour défendre votre drapeau. Cela dit, il est important, dans les messages que nous envoyons, de ne pas se tromper d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas la France. Notre ennemi, ce n'est pas la MINUSMA. Je le redis, notre ennemi, c'est le terrorisme. Notre combat, c'est le retour de l'intégrité territoriale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des explications entre les deux chefs d'État, ils se sont compris. Maintenant, on regarde devant. La logique, c'est d'étudier et d'évaluer avec nos partenaires, nos amis français, la manière dont on peut mieux collaborer pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Une visite menée au pas de charge puisque l'émissaire du président de la République, après avoir rencontré quelques leaders d'opinion, est intervenu sur des médias internationaux français pour expliquer la position du Mali dans cette crise. Ce fut le cas sur RFI, TV5, France 24, Africa 24 et la presse écrite française. Une communication vivement saluée par nos compatriotes qui en avaient vraiment besoin. Ça a été une rencontre de très bon niveau et qui a été l'occasion aussi où le ministre en charge de l'économie numérique a expliqué très lucidement et d'une manière claire et nette la position du gouvernement malien, la position des Maliens et la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est le Mali qui cherche à avoir la paix aujourd'hui. Et cette paix devra, si ça peut passer par la négociation, oui, le Mali est un pays de négociation, un pays de dialogue. Oui à la négociation, mais à condition que cette négociation n'aboutisse pas à la partition de notre pays. Le ministre a enfin exhorté les uns et les autres à éviter l'amalgame, la stigmatisation, car le combat du Mali, selon lui, est le retour de l'intégrité du territoire national. Après Paris, le ministre Camara se rendra à Bruxelles, New York et Washington pour les mêmes objectifs. Et le relais sera ensuite pris par les représentants des institutions diplomatiques et consulaires du Mali dans ces pays. Auparavant, le ministre avait fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats et civils tombés sur le champ de l'honneur. À noter que le ministre Mahamadou Camara a profité de la rencontre avec les Maliens de France pour présenter le nouvel ambassadeur du Mali à Paris, Cheikh Mouktari Diarra. Nous sommes en France, restons-y, tenu de l'élection du Haut Conseil des Maliens de France. Et c'est désormais Hamidou Diarra qui dirige cette instance depuis le 24 mai dernier. Il place son mandat sous le signe de l'unité nationale. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diarra. Nous allons nous mobiliser pour notre pays. Nous allons nous mobiliser pour les problèmes qui l'assaillent, à commencer par ceux du Nord. Parce que, au premier chef, il nous préoccupe. Parce que si nous n'avons pas la paix,
nous ne pouvons pas avoir le développement. Or, la mission du Haut Conseil des Maliens de France, c'est le développement du Mali. Donc nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir du sud au nord, d'est en est. C'est notre ambition et nous ne reculerons devant rien pour cela. Nous disons au gouvernement de la République du Mali de compter sur la communauté malienne de France. Un mot de la dernière étape de la foire artisanale du Mali à Nessone. C'est à Grigny, en région parisienne, que les artisans maliens sont venus exposer leur savoir-faire et rencontrer la communauté malienne. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat était de la fête, nous précise Marin-Fini Konaté avec la voix d'Aminatala. C'est après une rencontre avec des associations maliennes au consulat du Mali que Mme Berthé Aïssata Bengali s'est rendue à Grigny, dernière étape de la foire de l'artisanat malien Nessone. Accompagnée du maire de Grigny, le ministre a fait le tour des stands à la grande satisfaction des exposants qui s'en tirent à très bon compte. Et là, on est venu vraiment, nous n'avons pas du tout regretté parce que ça a été une réussite totale. L'ouverture a été une réussite totale. Tous les Maliens qui sont à Grigny sont sortis pour nous accueillir. Donc là, nous remercions les maires des deux villes, Évry-Courcouronnes et Grigny. La mairie et le collectif des Maliens de Grigny se disent également très satisfaits de l'organisation de cette foire dans leur commune. Ils souhaitent vivement une prochaine édition. Cette fois, on l'a organisée pour montrer aux habitants de Grigny que le Mali a d'autres patrimoines plus importants qu'il faut développer, qu'il faut valoriser. Être informé de sa culture, de sa diversité patrimoniale est assez important. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli cette première édition à Grigny du Salon de l'Artisanat. Je donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine dans un autre lieu parce que nous avions vu un peu petit. Et moi je tiens à remercier la communauté malienne de Grigny de s'être mobilisée et d'avoir ouvert aussi à d'autres communautés de notre chère commune. Les regards sont désormais tournés vers les foires de Noël et de fin d'année, cette fois-ci en plein cœur de Paris. Retour au Mali, direction la commune rurale d'Al-Moustahat, carrefour de commerce et d'activités liées à l'élevage. Les récents événements de Kidal n'ont guère eu raison sur les activités de la population. Quotidiennement, les forces armées maliennes et la force Serval accomplissent leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans cette zone, nous précise Daouda Zoumana Traoré et l'équipe de la DIRPA. La population d'Al-Moustahat, commune située à 140 km de Gao, vague normalement à ses occupations après les événements de Kidal. Cette population qui exerce le commerce et l'élevage ne connaît pas de tension. Elle dément formellement les allégations faisant état d'un désordre dans la zone. Les femmes présentes à Al-Moustahat exécutent quotidiennement leur mission régalienne. L'armée est là pour la mission première, il s'agit de sécuriser aussi bien les populations que leurs biens. C'est dans ce cadre que nous sommes là et l'armée est entretenue pour ça. D'être coopérative par rapport à l'information, à la collaboration avec les forces armées, et sans lesquelles il serait très difficile de mener une telle mission dans un tel contexte. Carrefour commercial, Al-Moustahat voit passer chaque jour des camions remplis de marchandises. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique. Les populations ils se sont restées tranquilles grâce à la présence des FAMA. On dit que l'école fonctionne très bien avant l'événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Presque l'année est finie et clou, mais quand même il y a quelques enseignants qui sont partis et d'autres qui sont là jusqu'à présent. Compte tenu de la situation, les différentes forces armées mettront tout en œuvre pour faire de cette zone une zone pacifiée. Et toujours des messages de condamnation des actes déplorables des bandits armés à Kidal, le regroupement des jeunes pour le développement du Mali, l'association des femmes battantes des 501 logements de Yirimadjo, le collectif des associations de développement du Sahel occidental, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, le Conseil national des ordres professionnels du Mali, le barreau malien, l'association islamique pour le salut,
L'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, l'Ordre des noteurs du Mali, l'Association des élèves et étudiants et stagiaires gabonais du Mali, le Mouvement des femmes pour la sauvegarde de la paix et l'unité nationale s'inclinent devant la mémoire des illustres disparus et exhortent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour rechercher et traduire devant les juridictions les auteurs de ces crimes odieux. 6e revue annuelle du schéma directeur de la statistique. Elle est organisée par le Comité de coordination statistique et informatique. Ce forum d'échange présidé par le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population va procéder à l'évaluation du programme minimum statistique mis en place en 2012. Adama Koulibaly, les détails. Notre pays, depuis 2002, avec l'appui de ses partenaires, a orienté sa politique de développement sur la lutte contre la pauvreté. Une pauvreté qui, selon les responsables, touche près de la moitié des populations. Le premier système de lutte adopté est le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP. Il a été suivi par la gestion axée sur les résultats GAR. C'est en 2006 que le schéma directeur est adopté par le gouvernement. Avec les événements de 2012, il est interrompu et un programme minimum statistique le remplace, le PMS, en 2013. Ce programme a 1 an. Il s'agit d'évaluer son impact. La revue annuelle du schéma directeur de la statistique est un cadre de discussion entre producteurs et utilisateurs de statistiques publiques. Elle a été instituée depuis 2009 pour mieux suivre la mise en œuvre du plan d'action du schéma directeur 2008-2012. Elle est de nos jours un moment important dans l'agenda statistique national. À chaque revue, les partenaires doivent contribuer pleinement à améliorer la qualité des données, trouver les moyens pouvant faciliter la perméabilité des échanges entre différents acteurs et apprécier le rôle de chacun dans la réalisation des objectifs nationaux. À l'ouverture, le ministre a exhorté les techniciens à faire de bonnes analyses pour pouvoir formuler de bonnes recommandations qui seront acceptées par les autorités et les partenaires. Je vous encourage donc à étudier attentivement les forces et les faiblesses de notre appareil statistique et à formuler des recommandations pertinentes qui permettront de prendre les mesures nécessaires pour le développement du système statistique national. Les recommandations du forum seront remises aux hautes autorités et à leurs partenaires au cours d'une rencontre de débat, d'échange dénommée Revue politique. Des experts de 6 pays africains planchent depuis ce matin sur la gestion des risques et catastrophes naturelles. Cette session vise à former les cadres des pays intéressés par le mécanisme à l'utilisation du logiciel African Risk View. Il s'agira aussi pour les experts d'échanger leur expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nous Sissoko. En Afrique subsaharienne, le secteur agricole est tributaire des aléas climatiques. C'est pourquoi l'Union africaine a mis en place African Risk Capacity ARC pour apporter des réponses appropriées aux risques et catastrophes naturelles. Le PAM prend en charge 80% de l'aide alimentaire mondiale et 2/3 de cette aide est destinée à l'Afrique. Au Mali, certains défis sont à relever pour promouvoir le secteur agricole, selon le ministre du Développement rural. La modernisation des systèmes de production agricoles, la maîtrise de l'eau pour réduire la dépendance des productions agricoles, la pluviométrie, le développement de l'agro-industrie pour créer la valeur ajoutée et des emplois. Les sécheresses, les invasions acridiennes ou les inondations qui surviennent presque chaque année font des milliers de victimes, des pertes matérielles considérables et hypothèquent dangereusement le développement économique et la sécurité alimentaire de nos États. La mutualisation des risques de catastrophes naturelles à l'échelle continentale permettra à notre pays de faire face aux actions d'urgence en temps réel lors des catastrophes et d'amortir leurs coûts très élevés sur nos économies. Cet atelier qui dure 5 jours regroupe le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Mali.
Sur un tout autre plan, l'association Djamilatou Nadine Mouminou Aïcha sensibilise les femmes sur certains maux de la société, notamment le divorce, le manque d'éducation, la déperdition juvénile et l'incivisme. C'était à la faveur d'une rencontre présidée par le ministre du Culte et des Affaires religieuses, Tcherno As Diallo. Le reportage de Inaba. C'est pour trouver une solution aux problèmes qui minent notre société que le groupe Aïcha de Sabalibougou a initié cette rencontre. Au menu des échanges, la place que les femmes doivent occuper dans les foyers, la déperdition juvénile et l'accroissement des divorces au sein des foyers. J'ai pris cette initiative pour regrouper les femmes et les jeunes filles afin de corriger les maux qui rongent notre société. Le ministre des Affaires religieuses et du Culte a salué cette initiative et a appelé les musulmans à plus de cohésion et d'entente. L'important, c'est la place de la femme dans l'éducation de l'enfant, la place de la femme dans la consolidation du foyer, la place de la femme dans l'épanouissement, sinon l'ancrage de l'esprit de l'État, de la nation. Alors, il s'agit certainement de se l'approprier et de la comprendre, sans verser non seulement dans l'autarcie, mais aussi sans se projeter dans un monde presque à visage inhumanisé. Cinquième du genre, cette rencontre a regroupé une centaine de femmes issues de plusieurs associations musulmanes. La cérémonie a pris fin par une lecture de Coran. L'actualité politique, c'est la tenue du 11e Conseil national du Congrès national d'initiative démocratique, SNID Faso Iriwaton, un conseil couplé au 23e anniversaire du parti. À l'ordre du jour, la présentation du rapport général des activités du parti. Moussa Fané, les détails. À l'issue des assises, les participants ont formulé des recommandations relatives à l'amélioration des textes du parti. Nous avons confirmé encore une fois notre ancrage dans la majorité. Nous avons décidé de continuer à travailler pour la recherche de la paix au Nord. Nous avons défini les voies et moyens pour nous de faire mieux aux élections et de remembrer la direction nationale de notre parti et d'améliorer les textes et de les adapter au contexte actuel. À l'ouverture des travaux, le président du parti, Maître Moundagatal, a évoqué plusieurs questions qui intéressent la vie de la nation. Il s'agit notamment des récents événements survenus à Kidal. Le Mali, au cours de ces affrontements, a perdu la bataille de Kidal. Mais je ne doute pas un seul instant que nous gagnerons ensemble la guerre de l'intégrité territoriale du Mali, de la laïcité de l'État, de la réconciliation entre toutes les filles et tous les fils du Mali, de la démocratie et du développement intégral de notre pays. Au dire de son président, le Parti du Soleil Levant reste encore la quatrième force politique au Mali. Les militants du CENI Faso Iriwaton souhaitent améliorer cette position lors des prochaines élections communales. Il s'agit pour nous, pour les élections à venir, de conforter cette place, d'améliorer les résultats que nous avions obtenus pour les élections communales en 2009, de faire mieux et ainsi de faire en sorte que notre parti se positionne mieux sur l'échiquier politique. Au cours de ces assises, les partis amis présents ont fait des témoignages sur la collaboration entre les CENI de Faso Iriwaton et leur formation politique. Auparavant, les participants avaient observé une minute de silence à la mémoire de tous les militaires et civils tombés sur le champ de l'honneur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, convie les responsables des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra jeudi 29 mai 2014 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. L'ordre du jour comporte 2 points. Prise de contact avec les présidents des partis politiques, information générale sur l'organisation des élections communales et régionales d'octobre 2014. Parlant éducation, le réseau des éducateurs pour la réforme de l'école a organisé ce matin une table ronde avec les responsables de l'éducation. La corruption au niveau de l'école malienne a été largement débattue au cours de la rencontre. L'objectif visé est de trouver des voies et moyens pour sortir l'école de la mauvaise gouvernance, nous précise Khadija Toukouni. La corruption au niveau de l'école malienne prend de l'ampleur. Elle affecte donc la qualité de l'éducation. Aussi, le gouvernement est-il déterminé à endiguer ce phénomène?
Cette table ronde, organisée par le réseau des éducateurs pour la refondation de l'école, regroupant tous les acteurs concernés, arrive à point nommé. Cette table ronde, nous l'avons voulu parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que la corruption a gangréné la société malienne. Et nous pensons que la lutte globale contre la corruption doit passer nécessairement par l'école, compte tenu aujourd'hui des conditions dans lesquelles la formation se déroule dans nos écoles et dans nos universités. L'école étant en fait le levier du développement et de la promotion sociale, il va de soi que l'école soit à l'abri de toute forme de corruption. La corruption et la mauvaise gouvernance sont reconnus comme des obstacles majeurs à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment dans le secteur de l'éducation. Le niveau de l'enseignement a baissé de façon drastique. Tout ce qui faisait les vertus de l'école malienne hier n'existe plus aujourd'hui. Et une des dernières mesures qui a été prise au niveau du département de l'éducation, ça a été de ne pas prendre systématiquement en compte les moyennes annuelles qui sont données aux élèves dans les classes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ces évaluations n'étaient pas des évaluations justes pour la plupart. Le ministère de l'Éducation s'engage à mener le combat avec le réseau des éducateurs pour la refondation de l'école et assure prendre toutes les mesures pour que l'école soit un lieu d'excellence. C'est parti depuis ce matin à Ségou pour les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP, un lancement effectué par le ministre de l'Éducation nationale, Togola Jacqueline Marie Nana, occasion pour le ministre de procéder également à l'inauguration d'une bibliothèque de lecture publique. Candécila, correspondance. Il était 8 heures dans la salle A1 du Centre d'enseignement technique et industriel CETI, un des 4 centres de l'Académie de Ségou, lorsque le ministre de l'Éducation nationale procéda à l'ouverture de l'enveloppe contenant le premier sujet des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP 2014. Pour Mme Togola Jacqueline Marinana, ces épreuves qui démarrent consacrent une année scolaire pleine. L'heure est désormais à la moralisation des examens pour le renouveau de l'école malienne. Je voudrais remercier tous les partenaires sociaux qui, par leur sens de la responsabilité, nous ont permis d'avoir une année scolaire normale. Cette année, je l'ai déjà dit, nous voulons des examens propres. Une autre activité à Ségou est celle de la visite du groupe scolaire privé CBSO. Il s'agissait pour Madame le ministre de s'enquérir des normes des écoles privées et comment ces écoles peuvent-elles contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Mali. Tout le monde est devenu promoteur d'écoles privées, qui a toutes sortes d'écoles. Et ça ne concourt pas au développement de l'école malienne. Ça ne permet pas d'aller vers un enseignement de qualité. Donc, que tout le monde en soit conscient, il faut améliorer les écoles privées. La cerise sur le gâteau à Ségou aura été la remise d'une bibliothèque à l'école Tcherno Adi Kontaou. Cette bibliothèque concrétise une promesse faite par Madame le ministre lors d'une précédente visite. Une promesse tenue à la satisfaction de l'administration scolaire et des élèves. Ce moment déjà pour nous aujourd'hui, nous voudrions le partager avec l'ensemble de nos camarades partout au Mali, mais singulièrement avec nos frères et amis de toutes les écoles de la région de Kidal. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes des récents événements de Kidal. Après Manantali et Kai, le ministre de l'Environnement était à Kéniéba, troisième étape de sa tournée dans la région. Au cœur de sa rencontre avec les responsables des services locaux, les problèmes d'eau potable, de pollution et d'exploitation abusive du bois. Nos envoyés spéciaux sont Lamine Keïta et Sidi Modibo Dambélé. Ce déplacement du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement à Kéniéba intervient à un moment où le cercle est confronté à de nombreux problèmes. Il s'agit de l'insuffisance et du manque d'eau potable, des problèmes de pollution, de la disparition progressive de la forêt, des dommages causés par l'orpaillage traditionnel. Ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu constater depuis Kai, entre Kai, Yatela, Sadiola et Kéniéba, c'est inquiétant. Et ça correspond exactement au cri de cœur
les populations de Kéniéba. Nous devons agir. Il faut maintenant travailler et faire en sorte que les nappes phréatiques ne soient pas davantage polluées. Je pense que nous avions un travail profond à faire au niveau du laboratoire national des eaux pour suivre la qualité de toutes ces eaux. Du côté également de la Direction nationale de l'hydraulique, pour élaborer un programme de fourrage, parce que c'est ça malheureusement la solution. Malgré l'apport des sociétés minières, la pénurie d'eau persiste dans le cercle. Pour ce qui est du cercle de Kéniéba et par rapport au château d'eau, je crois que cela doit relever de la responsabilité des communautés et des communes et des maires qui, en principe, reçoivent des patentes. Donc je crois qu'une partie de ces patentes, si réellement, au niveau de la commune, au niveau du cercle, les gens se mettent ensemble, je crois que cet argent pourrait servir à construire des châteaux et beaucoup d'autres choses. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement a invité la population à s'investir dans la résolution des problèmes environnementaux auxquels fait face le cercle. Grande mobilisation en faveur des autorités et forces armées de notre pays. La section RPM de Sikasso, ses alliés et les chasseurs de la région ont organisé une marche. C'était en présence de Sékou Konati. Pour cette marche de soutien à l'armée nationale et aux autorités de la République, le Rassemblement pour le Mali RPM, section de Sikasso, ses alliés et les chasseurs ont relevé le défi de la mobilisation. Des élus nationaux, locaux, militants et sympathisants et acteurs de la société civile, tous étaient ce samedi à la place de l'Indépendance pour prendre le départ. Un seul slogan, le Mali, un et indivisible. Sous un soleil de plomb, destination le gouvernorat des régions. Sur place, les autorités régionales et les marcheurs de livrer leur message après l'exécution de l'hymne national. Nous, population de Sikasso, condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et inhumains sur nos forces armées de sécurité et les populations de Kidal par les bandits armés et les narcotrafiquants. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité pour la sauvegarde de l'intégrité nationale. Nous, chasseurs de l'association d'Ozoya Damé du cercle de Sikasso, en collaboration avec les chasseurs des cercles de Bougouni, Kadjolo, Kouchala, Kolondjeba et Yoroso, condamnons avec la dernière rigueur ces actes ignobles et indignes. Soutenons toutes les actions de notre gouvernement et de nos forces armées et de sécurité dans la libération intégrale du territoire national. Le chef de l'exécutif régional de saluer cette initiative avant d'appeler à la sérénité. On vous remercie très sincèrement de votre grande mobilisation. Continuez la mobilisation, continuez à soutenir nos autorités, continuez à faire confiance à nos autorités, c'est ce que nous vous demandons. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qu'on raconte. Une marche pacifique et bien encadrée. Toujours dans la région du Sikasso, un tracteur et un important lot d'intrants agricoles, c'est le don que Toguna Agro-Industrie vient de faire aux femmes rizicultrices de Niena en 3e région. Il a coûté plus de 20 millions de francs CFA. Daouda Djakouté nous donne les détails. D'un montant de près de 20 millions de francs CFA, ce geste de Toguna Agro-Industrie est la parfaite illustration de la volonté de cette société à appuyer le monde rural. Et le choix des femmes rizicultrices de Niena ne relève pas du fait du hasard. L'objectif principal recherché, c'est pouvoir récompenser les efforts des producteurs au Mali. Le choix a été fait par la CNDT, la Direction régionale de l'agriculture, et ce sont des femmes qui ont déjà été primées en 2013 pour la qualité de leur travail. Donc aujourd'hui, c'est une reconnaissance et en même temps un encouragement à continuer l'effort. Pour les bénéficiaires, ce geste constitue une réelle motivation pour vite atteindre les objectifs du regroupement, à savoir participer pleinement à la recherche de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Nous sommes essentiellement des femmes à exploiter les parcelles, mais nous ne disposons pas de matériel. Nous sommes obligés d'attendre les hommes qu'ils terminent avec leur travail avant de venir nous servir. Donc, nous remercions Toguna Agro-Industrie pour ce geste qui nous permettra désormais d'être autonomes et d'accroître nos revenus. Et le chef de l'exécutif régional de saluer cette initiative de Toguna Agro-Industrie.
En plus des femmes de Niena, il y a d'autres femmes qui ont eu aussi des récompenses dans la région. Nous ne pouvons que vraiment remercier Tougouna et ses partenaires OCP pour ces gestes qu'ils font à l'endroit du monde rural en général de la région, mais particulièrement des femmes. A signaler que la présente cérémonie de remise s'est déroulée à la faveur de la caravane agricole Séné-Kounafoni Tama de Tougouna Agro-Industrie et de son partenaire de l'Office chérifien des phosphates OCP. Place à notre chronique santé du jour qui nous parle ce soir des objets de seconde main. En plus des habits de seconde main, les Maliens découvrent d'autres objets de seconde main comme les chaussures, les sacs, les jouets, les matelas et même les sous-vêtements. Mais attention, il y a risque. Certains de ces objets ou vêtements ayant déjà servi, s'ils ne sont pas désinfectés, peuvent transmettre des germes, donc des maladies, nous informe Tchessira Dambélé. C'est dans Focus Santé. Il y a longtemps, les habits de seconde main sont dans la vie du Malien. Répondant à un type de besoin et représentant aujourd'hui toute une économie, ils sont complétés aujourd'hui par d'autres types d'objets usagés comme les jouets, les sacs, les chaussures. Mais vendeurs et acheteurs songent-ils à l'aspect hygiène quand ils vendent ou achètent ces objets? On les lave, souvent on les plaque aussi, donc à notre niveau. Voilà. Donc vous lavez comment? Donc on les lave d'habitude, comment on lave les autres habits là. Certains vendeurs tantôt lavent, tantôt ne lavent pas les articles qu'ils mettent sur le marché. Ils estiment que les patients le feront sûrement. Aujourd'hui, même des maillots de bain sont disponibles sur le marché et s'écoulent réellement. Mais l'autre article très rencontré sur le marché aujourd'hui, c'est les matelas de seconde main qui nous arrivent d'Europe. Ils sont issus de stock, mais il y en a qui ont été déjà utilisés, on ne sait par qui. C'est un réseau. Bon, je ne sais pas comment ils en trouvent. Bon, en général, les matelas casques que nous trouvons souvent, c'est des stocks souvent. Bon, il y a d'autres, il se peut qu'ils peuvent avoir des magasins en Europe et en Espagne, qui ont des stocks et que ça ne marche pas. Bon, ils peuvent les ramener automatiquement ici pour que nous puissions les vendre. Il y a d'autres comme ça qu'on trouve. Bon, il y a d'autres aussi que souvent, il y a des matelas un peu abîmés. C'est-à-dire trop utilisés souvent. Si les différentes parties ne songent pas à hygiène, le problème est pourtant là. Il y a effectivement certains germes, des bactéries, qui peuvent résister pendant très longtemps à des fortes températures et à des conditions très hostiles. Par contre, d'autres bactéries qui sont très connues, ils peuvent mourir très facilement dans des conditions de chaleur extrême. Ils vont mourir. Les matelas, leur désinfection semble un peu compliquée. La désinfection des matelas, ça se fait dans des structures vraiment spécialisées. Notamment, aujourd'hui, il y a en Europe, on a des structures spécialisées pour la désinfection des matelas. Il y a des produits spéciaux pour la désinfection des matelas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas aujourd'hui de ces structures. Les maladies de la peau, effectivement, par exemple, les germes tels que la gale, la teigne, ça c'est des choses qu'on peut avoir facilement, effectivement, avec les matelas ou les vêtements. À cela s'ajoutent les acariens, les punaises de lit et autres micro-organismes. Les importations ne se limitent pas à cela et un contrôle ou une désinfection s'impose souvent. Ce sont des produits qui sont déversés sur le marché, qui normalement devraient suivre un circuit de contrôle de qualité. Donc on doit s'assurer, depuis l'entrée de ces produits sur le marché, qu'ils ne présentent pas de danger pour la santé. Nous sommes un pays où la population n'est pas toujours sensibilisée aux enjeux liés à la question de santé. Par ailleurs, ceux qui ont des antécédents de maladies pulmonaires comme l'asthme et des problèmes d'allergie de type éruption cutanée trouveraient meilleurs compagnons dans les couchettes qui ne sont pas de seconde main. Alors, que dit la réglementation malienne en ce qui concerne de pareils produits de seconde main? L'aspect hygiène retient-il suffisamment d'attention aujourd'hui? Autant de questions qui restent posées.
Merci Tchessira pour ces informations. Le monde des cheminots est en deuil. Cheikh Sidia Djombana n'est plus après de nombreuses années de service au Sénégal et au Mali. Cheikh Sidia a été arraché à notre affection ce samedi. Batraouri, reportage. Né le 31 décembre 1923 à Caille, Feu Cheikh Sidia Djombana est inscrit à l'école des Cailles en 1932. Il entre à l'école Terrançon des Fourrières, actuel lycée Askia, en 1942. C'est en 1944 qu'il obtient un diplôme de contrôleur des ouvrages d'art. Affecté à Thiès au Sénégal la même année, il commence alors une longue carrière professionnelle. Après 16 années de service au Sénégal, il regagne son pays natal, le Mali, en 1960. En 1961, il est désigné par les cheminots secrétaire général du syndicat du chemin de fer du Mali. C'est en 1978 qu'il prit sa retraite après de bons et loyaux services avec le titre d'ingénieur des travaux publics après intégration dans cette catégorie. Après cette retraite, largement méritée, il est nommé secrétaire général des cheminots retraités du Mali. Pour les éminents services rendus à la nation, les hautes autorités de ce pays lui ont successivement décerné le trophée de Niangara en 1966, la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali en 2000 et enfin celle d'officier de l'Ordre national en 2006. Les collaborateurs de l'homme reconnaissent en lui un travailleur et surtout un grand rassembleur. Cheikh Djombana est pour nous autres cheminots, anciens cheminots, un modèle et que tout le monde doit suivre. Les cheminots du Sénégal le connaissent très bien parce qu'il a vécu là de 44 à 60 et je l'ai accompagné au moment de la fête de porteur de pancartes. Il a été magnifié. Feu Cheikh Sidia Djombana nous quitte en laissant derrière 2 veuves, 9 enfants et de nombreux petits-fils. Il y repose désormais au cimetière de Niamakoro. Comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, est aussi en deuil. Le camarade Siriman Traoré, ancien président ayant piloté le CNJ Mali de 2003 à 2010, n'est plus. Au nom de toute la jeunesse du Mali et de sa diaspora, le comité exécutif du CNJ Mali présente aux parents, collaborateurs et amis du regretté ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos de l'âme de Lulus disparu, signé Mohamed Salia Touré, président du CNJ Mali. Fin de ce journal. Merci, bonsoir et à demain.